Adèle, j'avais connu à la période où je m'étais pris toute la vague de première génération de youtubeurs. Donc avec Cyprien, Mister V ou même Natou. Adèle faisait partie de cette génération-là, en ayant fait des podcasts qui ont fait plusieurs millions de vues. Des vidéos, elle en a posté pas mal, et ça sur différents sujets, que ce soit sur être une 2000 ou la vulgarité. Adèle à ce moment-là était simplement une ado qui s'amusait avec internet. Et en plus de s'amuser, ça la réussissait. Moi je me rappelle, je l'avais découverte avec ses vidéos de l'époque. J'avais tout regardé et j'en ai un plutôt bon souvenir. À cette période, elle voulait sûrement se servir de YouTube pour déboucher sur autre chose, comme pour obtenir des rôles dans le cinéma. Les youtubeurs de l'époque ne voyaient pas de finalité en YouTube. Je parle de l'époque où ça payait pas, ou du moins pas assez pour vivre. Beaucoup se servaient de YouTube pour se faire remarquer, dans le but d'avoir un avenir dans le cinéma. Adèle, c'était son cas. Pile à la période où elle faisait des vidéos, elle a commencé à tourner dans des films. Le premier film dans lequel elle a tourné, c'était Sous le même toit, sorti en 2017, qui est une comédie. Et lors du tournage, elle devait sûrement avoir 15 ans. Et le deuxième film dans lequel elle a joué, c'était L'heure de la sortie, un thriller sorti en 2018. Et là, elle devait avoir 16 ans. Sa carrière sur YouTube était assez brève en termes de durée, mais en termes de succès, c'était assez intense. Pour une ado, se retrouver à faire des millions de vues sur YouTube, ça devait la faire kiffer. Après 3 ans de carrière sur YouTube, et en ayant gagné plus de 600 000 abonnés, elle rencontrera son copain, et ensemble, ils avaient envie de se diriger vers quelque chose de plus sérieux. Comme je vous l'ai dit, Adèle a fini par rencontrer son copain Mathieu Reynaud. À ce moment-là, ils ont 16 ans, et ensemble, ils avaient trop envie de se lancer dans la musique. Mais déjà, du côté d'Adèle, faut essayer de comprendre comment ça s'est fait. Quand on guette ses vidéos de l'époque, on tombe sur cette vidéo-là, où elle a fait une musique pour troll sur les pâtes. Oui, vraiment les pâtes qu'on mange. Même si c'était pour le troll, et que pour certains ce serait difficile de voir la lumière là-dedans, il y a des moments où elle chante, où elle a quand même une belle voix. Donc je pense qu'à côté de YouTube, Adèle devait chanter un peu, voire même écrire. Du côté de Mathieu, il faut savoir que quand il s'est mis avec Adèle, il composait déjà. Donc il avait un pied là-dedans. Et je pense que pour Adèle, le fait de se mettre avec Mathieu qui était passionné de musique, ça l'a encore plus ouverte à ça. Et je pense que ça l'a aidé à prendre la musique plus au sérieux. Les deux se sont mis ensemble alors qu'ils n'avaient que 16 ans. C'était vraiment l'amour fou. Entre eux, c'était vraiment intense et ils ont eu l'idée de faire leur première musique et d'en faire un clip. Pour ensuite le poster sur la chaîne d'Adèle qui comptabilisait déjà plus de 600 000 abonnés. Et c'est comme ça que Amour Plastique est né. Et en postant ce son, ils pouvaient pas imaginer l'ampleur que ça allait prendre. Aime-moi jusqu'à ce que les roses fanent que nos âmes sont. Amour Plastique, c'est un morceau qui a séduit instantanément. Le buzz était très fort pour 2 ados de 16 ans. Pendant tout le long, ça nous parle d'amour, c'est à la fois doux et sentimental. L'instru est vraiment belle et c'est Mathieu qui s'est occupé de ça. D'ailleurs, sur la fin du morceau, il la laisse tourner et ça rend trop bien. Adèle, sur le son, on a pu voir réellement le potentiel qu'elle avait et ce qu'elle fait est juste magnifique. Je saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais le son empeste la nostalgie. Alors qu'au moment où ils ont sorti ça, ils avaient encore toute leur vie devant eux et surtout toute leur relation. Mais que ce soit dans l'instru, ce qui est raconté ou même la voix d'Adèle, il y a une nostalgie qui est à la fois belle et douloureuse. Bref, le son, gros succès. Adèle avait tous les projets qu'elle a lancés sur internet, elle a toujours eu du succès. Et là, pour le coup, c'était démesuré. Vu qu'elle était jeune, elle avait aucun point de comparaison, donc elle avait pas conscience de l'ampleur de ce qu'elle vivait. D'ailleurs, vu qu'elle a gagné son premier public sur YouTube, et qu'à 16 ans, elle a décidé de faire de la musique, on pourrait se demander concrètement comment la transition s'est faite. Tu parlais de tes débuts sur YouTube. Les premiers retours, tu dis qu'ils sont positifs. Est-ce que, avec du recul, cette passerelle entre la création de contenu sur YouTube et la musique, ça a été plutôt facile pour toi ? Oui. En fait, comme je disais, les retours ont été très positifs et je pense que je suis allée tellement naturellement vers la musique. Enfin, l'intention, elle était tellement pure et honnête que les gens l'ont acceptée. Il y avait pas, j'avais que 16 ans et donc je m'étais pas non plus. En fait, YouTube, ça a été une partie très importante de ma vie, mais au final, quand on y pense, ça a duré que 3 ans. Ouais. Donc, ce qui est pas si énorme dans une carrière que ça. Et ouais, je pense que la démarche, elle était tellement honnête, authentique, qu'en fait, ça a pas choqué les gens. C'était pas d'un coup, what the f***, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, le clip de Amour Plastique est à plus de 160 millions de vues. Et tellement que le son a pété, ça a traversé l'océan. Et ça, on se rend compte quand on guette les commentaires. Avec un tel succès, Adèle et Mathieu avaient toutes les raisons de continuer à produire de la musique. Amour Plastique les poussera à créer Vidéo Club, un duo entre Adèle et Mathieu. Ensemble, ils vont continuer de faire de la musique et de poster des clips sur la chaîne qu'ils ont créée. Fin 2018, ils vont envoyer Roi, qui lui aussi sera très bien accueilli et qui sur la durée fera plus de 89 millions de vues sur YouTube. Alors ce son, c'est loin d'être mon préféré, mais il reste très bon. Déjà pour l'instru qui est superbe, Mathieu est vraiment doué pour ça, c'est indéniable. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est lorsqu'il chante en parlant. Le rendu peut plaire, et au vu du succès du morceau, c'est certain que ça a plu, mais moi j'ai pas trop kiffé. Ce que j'ai adoré, c'est quand Adèle se met à chanter. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi. Là, ils étaient encore en train de tracer leur route en postant quelques singles. Et il y avait aussi Ennui. J'aimerais chasser ta nostalgie, relever ta tête, sois courageux à deux. Adèle chante vraiment trop bien sur ce son, et finalement un peu comme sur chaque titre. C'est vraiment grâce à sa voix, ses mélodies, qu'elle réussit à porter chaque titre.
Mais les sons ne rencontreraient pas autant de succès sans le talent de Mathieu, pour ses instrus qui sont juste folles. Avec beaucoup d'influence des années 80 dans le choix de l'ambiance donnée. C'est un très bon son qui est sorti en juin 2019 et il a fait plus de 22 millions de vues. Petit truc important, mais Vidéo Club avant d'être un duo de musique, très apprécié, c'est aussi une relation et le duo est vraiment construit sur ça. La preuve en est que sur leur chaîne, on retrouve des vlogs d'eux, que ce soit lors de certaines tournées ou même durant des voyages. Dans les groupes, les duos, en général sur leur chaîne YouTube, on voit jamais ça. Ça reste entre guillemets pro avec uniquement leur musique. Ici non, le duo repose aussi sur leur relation et le but c'était peut-être de créer une certaine proximité avec leur communauté. En 2020, ils nous ont sorti Enfance 80, qui est sûrement mon son préféré de Vidéo Club. Alors là, le boulot qui a été fait sur l'instru est juste fou. Et si on additionne ça à ce que fait Adele dessus, c'est juste magnifique. Beaucoup de nostalgie, voire même d'émotions différentes quand on écoute ce son, c'est très fort et l'animation qui a été faite est très jolie. Dernier son avant d'arriver au tournant majeur de leur carrière, c'est le son Euphorie. Ici, le refrain est super efficace, mais c'est pas non plus mon son préféré. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans le clip, on voit vraiment à quel point ils ont été influencés par les années 80. Que ce soit avec les couleurs, l'ambiance, ou même l'esthétique de manière générale. Le clip est super bien réalisé et le son aussi très cool. Ce qui me choque, c'est que depuis Amour Plastique, ils ont vraiment gagné un gros public à l'international. Parce qu'à chaque fois, les top commentaires sont en anglais ou en espagnol. Leur chemin commençait de plus en plus à se tracer, en postant plusieurs sons clippés. On voit que le buzz ne s'arrête pas seulement à Amour Plastique, mais que ça va bien plus loin que ça. L'aboutissement de tout ce qu'ils ont fait depuis 2018 arrive enfin, avec leur tout premier album sorti en 2021, qu'ils ont nommé Euphorie. Ici on retrouve 0 feat et un total de 13 titres. Là déjà quand on regarde, on voit que les streams sont vraiment hallucinants. Mais si je prends les singles qui sont vraiment devenus des hits, on s'aperçoit que c'est vraiment des sons qui sont sortis avant le projet, et qui ont été clippés. Et là dans ceux que je vous montre, il y en a un dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est Mai. Le son parle de l'insouciance qu'on ressent lorsqu'on est ado et qu'on ne pense qu'à vivre, et pas à toutes les obligations, les responsabilités dont on doit faire face des années après. Le texte est beau et nous rappelle que le plus important dans notre vie, c'est de vivre, ou du moins d'essayer de trouver le temps. Musicalement, le son est une nouvelle fois sublimé par la voix d'Adele, avec un refrain juste excellent. Le son 3 jours, je l'ai aussi beaucoup aimé, il y a un fond très mélancolique, mais je trouve ça tellement envoûtant. Il y a aussi des sons plus niches dans le projet qui n'ont pas eu le succès qu'ils devraient avoir selon moi. Là je pense à Petit Monde où c'est trop bien chanté et contrairement à d'habitude c'est pas en français mais en anglais. Je dirais que globalement on a fait le tour, car les sons qui portent le projet j'en ai déjà parlé, car ils les avaient sortis et clippés avant l'album. Je dirais que c'est un très joli projet que je découvre très tard. Pour être honnête, je me suis penché dessus uniquement pour la vidéo, mais je me suis quand même mis des sons de côté comme Mai et Enfance 80, que je trouve juste magnifiques. C'est un album avec beaucoup d'influences des années 80, sûrement parce que Adele et Mathieu ont dû baigner dedans. Les clips ou même les vlogs qui sont sortis ont grave un visuel qui fait penser aux années 80, ou du moins on ressent l'influence, et c'est pareil avec leur musique. En 2021, ils avaient tous les deux 20 ans, et ils ont sorti une vraie masterclass qui les fera connaître aussi bien en France qu'à l'international. Avant de passer à la suite, il faut que je m'attarde de nouveau sur le son Euphorie, qui porte d'ailleurs le même nom que leur album. Ce morceau est un peu spécial, car il a été écrit entièrement par Mathieu. D'habitude, c'est soit Adele qui écrit les sons, ou alors les deux, mais jamais Mathieu tout seul. Si on se penche sur le texte, on voit qu'il y a beaucoup de phases qui commencent par je veux, comme je veux notre histoire en permanence, ou même je veux pas tomber dans tes oublis. Ce qu'on veut nous faire comprendre avec cette chanson quand on lit son texte, c'est qu'elle est une déclaration d'un amour durable et persistant, où l'amour serait toujours plus fort que toutes les épreuves qui traverseront dans leur vie. Musicalement, cette musique est très belle, mais quand on s'attarde sur le fond, c'est encore plus joli. Surtout qu'à la différence de d'habitude, ça a été écrit par Mathieu. Mais quand on connaît la suite de l'histoire, on se rend compte que même si l'amour est aussi puissant, absolument tout peut arriver. Il y a un son sur le projet dont je n'ai pas parlé, c'est le son SMS, qui nous permettait de comprendre que contrairement à tout ce qui est raconté dans les sons, leur amour avait une fin. J'ai un peu envie de te revoir. C'est étrange, moi aussi. Tu viens chez Emmerich ce soir? Je serai, c'est promis. Tout à l'heure chez Timothée, j'avais... Au début du morceau, le son respecte le concept des messages qu'on s'envoie sur le tel. C'est écrit et chanté de cette manière. C'est pareil pour le clip qui suit le concept. Mais en plus de ça, il y a un super refrain. Je veux revivre toute la tendresse. Quand on se penche sur le texte, on voit qu'ils parlent de leurs souvenirs, de leur relation au passé. On comprend rapidement qu'ils parlent de leur histoire, mais aussi de leur séparation dans cette chanson. Ce son, quand je l'ai écouté, ça m'a fait un pic au cœur. Peut-être que je suis trop sensible, mais voir tous ces clips, écouter leur musique et me plonger dans leur relation pour la vidéo, ça m'a rendu nostalgique d'un moment que je n'ai même pas vécu. D'ailleurs, sous le clip de SMS, il y a un commentaire épinglé, et on peut lire ça. Le clip d'SMS est en ligne sur YouTube. Cette musique est spéciale pour nous, c'est toute notre histoire, tous ces souvenirs, le début de tout, nos soirées, nos amis, nos premières chansons, nos mots d'amour, nos angoisses, nos peurs, tout est dans ces messages. Nous sommes si fiers de ce qu'on a accompli à deux, et tellement reconnaissants de tout le soutien que vous nous avez offert. Parfois, il vaut me prendre des chemins différents pour ne garder que le meilleur. Notre histoire était et sera toujours une partie de nous. Merci. Avec ce message très clair, on comprend réellement que c'est la fin. Pour rappel, le projet qui sont sortis ensemble est sorti en janvier 2021. Et 2 mois après, ils annoncent ça officiellement sous le clip de SMS.
Quand un duo qui fonctionne aussi bien se sépare, et qu'en plus tout ce qu'ils ont construit était sur leur relation amoureuse, c'est dur. Pour eux, se séparer était inimaginable. Adèle, quand elle avait le son Amour plastique de près et qu'elle voulait se lancer avec Mathieu, elle avait fait écouter le son à Big Flo, parce que oui, elle était déjà en contact avec lui à l'époque. Et justement, Big Flo l'avait mis en garde de se lancer en couple au cas où le pire arriverait. Mais pour elle, c'était inimaginable qu'ils se séparent. Mais malheureusement, c'est arrivé. Et contrairement à ce qu'ils pensaient, leur amour était bel et bien éphémère. Leur relation a duré ultra longtemps. Quand ils sont mis ensemble, ils étaient ados et ils ont fini par se séparer à 20 ans. Et se reconstruire après une si longue relation, c'est compliqué. Voilà, l'expérience d'un premier amour, elle est folle parce qu'on n'a aucune expérience avec lesquelles comparer. Donc, moi, je sais que j'ai un peu tout mis dans cet amour. Carrément, j'ai fait un projet avec lui. Donc, c'était tout d'un coup, c'était tout très fort. Et d'un coup, quand ça disparaît, qui je suis, quoi. Je suis plus ce groupe de musique, je suis plus ce couple-là. En fait, il faut se retrouver. Et là, tu te rends compte que tu t'es complètement perdu dans une histoire d'amour. Mais qu'en fait, t'as jamais vraiment appris à t'aimer. Et pour réapprendre à s'aimer, il faut se regarder soi. Et en fait, tu te rends compte que t'es une femme et qu'on te regarde un peu à ta place. Et donc, ouais, il y a tout ce truc-là qui rentre en jeu et mélangé à toutes les problématiques qu'on connaît. Donc, 2 ans après le projet avec son copain de l'époque, elle revient avec son premier album solo, qu'elle a nommé Plaisir, Risque, Dépendance. Et rien qu'avec le nom, on sait directement de quoi ça va parler. Mais déjà, combien de temps ça lui a pris pour créer ce projet-là ? L'album, je commence à l'écrire et à le composer, à l'imaginer en 2021, donc c'était seulement quelques mois après. Ouais, en fait, je crois que l'album de Vidéo Club, il sort en janvier 2021 et que je commence à composer et à écrire en septembre 2021, donc quelques mois après la sortie de l'album de Vidéo Club. Mais ça faisait déjà un moment qu'on était séparés et tout. Et on le termine fin 2022, à peu près. En fait, il s'est fait quand même assez vite, cet album. Je pense qu'en quelques mois, on avait déjà tout de l'album. Album qui a été fait assez instinctivement, car pour le créer c'était relativement rapide, et ça pour une raison assez simple, c'est que j'ai pu apprendre que Adèle avait beaucoup de facilité à écrire et à faire de la musique lorsqu'elle était mal. Depuis qu'elle s'est lancée en solo, vous allez voir que sa musique a toujours été très deep. Quand elle a créé ce nouveau projet, elle était vraiment dans un sale état, et écrire pour elle c'était un genre de thérapie. Donc poser des mots clairs sur ses émotions, pour ensuite en faire des chansons, ça l'a libérée. Pour en venir à l'intro du projet, on nous fait vite comprendre à quoi ressemblait sa vie en 1 minute. Je peux pas me donner le droit de me droguer en fait. Je te dis arrête de boire parce que c'est débile de boire. Pour faire cette intro, elle a pris toutes les notes vocales qui traînaient dans son téléphone, et elle en a fait un big condensé, avec en fond une musique qui installe une vraie tension. La vie d'Adèle à ce moment-là était chaotique, elle a commencé à se droguer, à boire, la consommation était si forte qu'elle a fini par perdre pied. Je peux pas vous faire écouter toute l'intro à cause des droits d'auteur, mais on a des moments où elle parle alors qu'elle est complètement défoncée, elle dit des trucs insensés, on a des audios de ses proches comme de son père, où il nous fait comprendre qu'il est déçu d'elle, parce qu'à cause de son train de vie et de son état, elle n'arrive plus à vivre normalement. Avec ce qu'on entend dans l'intro, on comprend que ce dont elle abusait, c'était de médicaments, et plus particulièrement d'opiacés. Et vu qu'elle était bloquée dans son addiction et que ça nuisait énormément à sa vie, les 3 mots qui servent de titre à ce projet résument très bien ce qu'est une dépendance toxique, à n'importe quelle substance. Même si avec ce projet-là, quand elle parle de dépendance, elle parle aussi de dépendance affective. Ça parle de dépendance aux opiacés, mais il y a aussi toute la dépendance affective, tout ce que c'est de s'affranchir justement de toutes ces dépendances et d'accepter que ça fait partie de soi aussi. Et oui, il y a cette intro que j'ai décidé de mettre genre 1 mois ou 2 mois avant la sortie de l'album. Je trouvais que ça manquait d'une intro justement. Et en faisant le tri dans mes photos, j'aime trop moi les intros, il y a des vraies archives, etc. Donc je commence à regarder mes notes vocales. Et là, je me rends compte de la dinguerie que j'avais dans mon téléphone, tous les trucs. Je me souviens que c'est un moment où je suis toute seule chez moi devant l'ordinateur. J'avais répertorié une vingtaine d'audios, de vidéos et tout. Et ça me fait prendre conscience déjà de l'enfer qu'a été cette période pour moi et pour mes proches. Et je me dis que c'est aussi le meilleur moyen d'introduire cet album qui est mon histoire. Bref, c'est une intro qui instaure très bien le thème de l'album. Sensation, qui est le 2e track du projet, nous fait comprendre à quel point ce qu'elle prenait avait un impact sur sa vie. Tout ce que je vois, c'est que j'ai peur. Je vais voir ailleurs à l'homme. On a des phases comme celle-là, où elle cherchait un plan pour partir loin. Ce qui lui faisait du bien, c'était de consommer pour fuir sa vie. Il y a aussi d'autres phases très simples comme elle, sur le temps qui passe si vite quand on bédave trop, ou qu'on prend autre chose. Des images simples mais très claires. Si elle parle autant d'addiction, d'abus autour de ça dans ce projet, et plus particulièrement dans le son que j'ai fait passer, c'est pas parce qu'elle s'est dit qu'elle allait dénoncer ça, ou en parler pour des raisons hasardeuses. Si elle en parle autant, c'est parce qu'elle était en plein dedans au moment où elle écrit le projet. Mais j'ai jamais conscientisé le fait de me dire... Là, je vais parler d'addiction et c'est quelque chose que je vais vouloir dénoncer. En fait, tout cet album, il a cristallisé un moment de ma vie qui était un peu spécial, qui était celle donc post-rupture. Donc, c'est la séparation de mon premier amour, la séparation de mon premier groupe de musique.
Donc c'est toute cette période de transition et elle marque aussi cette séparation avec moi-même parce qu'en fait c'est un moment où je me suis complètement perdue et donc au-delà d'une rupture amoureuse, c'était une rupture avec moi-même. Ouais. Il y a un truc que j'ai pas dit, mais sur les sons du projet, il y a marqué que c'est une collab avec Vidéo Club. Mais c'est pas le cas, c'est vraiment son premier projet solo. Si Vidéo Club est mentionné, c'est pour faciliter la transition, et pour que ceux qui écoutaient Vidéo Club trouvent plus facilement le projet. Si on s'attarde sur les 3 sons les plus streamés du projet, on a C'est drôle, Alabama et Impala. C'est tout l'été, monter on n'est pas là, kiffer quand t'es pas là. Impala, c'est vraiment le son le plus lumineux du projet, parce que quand on écoute l'entièreté du projet, on se rend compte à quel point c'est quand même assez sombre. En tout cas, Impala, c'est vraiment un son que j'ai beaucoup apprécié, et qui contraste très bien avec la noirceur du projet. Ensuite, on a Alabama qui est pépite, et qui honnêtement fait partie de mes sons préférés du projet. Ce qui porte le son, c'est vraiment son refrain juste magnifique. 3e son le plus stream du projet, c'est celui-ci, et là on a eu des lyrics très intéressants, qui ont renforcé toutes les rumeurs sur la rupture avec Mathieu. C'est drôle, comme je t'aimais, comme tu trompais. Bon, déjà, vous l'avez entendu, elle dit c'est drôle, comme tu trompais. Quand on se penche sur le texte, c'est encore plus clair. Elle parle de l'effet du temps sur une relation, qui est très certainement amoureuse, vu qu'elle parlait de tromperie. Donc elle parle du fait que son partenaire se lasse, de promesses arrachées au cœur. Bref, la musique parle d'une relation qui s'est mal terminée. Nous, évidemment, en tant qu'auditeurs, le lien est facile à faire, même un peu trop. La seule longue relation qu'elle ait eue et exposée était avec Mathieu, son copain de l'époque. Donc avec de tels lyrics, il est logique qu'on pense directement à Mathieu, comme quoi il l'aurait trompé. Sachant qu'Adèle a avoué se servir de l'écriture comme thérapie. Et ça renforce beaucoup les chances qu'elle parle de quelque chose de concret. Peut-être qu'elle parle d'autre chose, de quelque chose de fictif, mais j'ai du mal à croire que cette chanson ne parle pas de Mathieu. Adèle, à la période où elle a fait cet album, elle avait un gros problème avec les opiacés. Elle avouera même que c'était la codéine le problème. Puis il y avait aussi l'alcool, comme en témoigne l'intro du projet. Si elle est tombée là-dedans, c'est sûrement dû à la rupture douloureuse qu'elle ait traversée. En tout cas, son but était simple à ce moment-là, fuir la réalité. Dans ce projet, elle en parle comme si c'était derrière elle. Mais quand on écoute le projet plusieurs fois, on peut pas s'empêcher de ressentir qu'elle était en plein dedans. Et tellement que ça devenait alarmant, elle a dû accepter de se faire aider. Et c'est aussi ce qui fait un peu la vibe de l'album, c'est que j'en parle un peu comme si c'était passé, mais en fait je suis en plein dedans et ça se ressent à 10 000. Et je termine l'album et je pars en désintox. C'est marrant hein, quand je regarde un peu la chronologie de ce qui s'est passé. Je termine l'album et ensuite, donc il est toujours pas sorti, je pars en désintox. Et quand je reviens de désintox, là je suis en mode ok, bah là tout est fini pour moi. Enfin tout est fini, justement tout peut recommencer pour moi plutôt. Et il y a cet album et déjà là je me sens très bien de quand je réécoute mes chansons après un moment où vraiment j'ai tout mis sur pause et je me rends compte de ce moment qui a été cristallisé et je trouve ça hyper beau. Donc quand je sors cet album, pour le coup, là, je pense que je suis sortie de cette ambiance-là. Pour revenir un peu sur le projet, j'aimerais vous parler de sons qui m'ont vraiment marqué. Déjà, il y a Petite Fille qui est vraiment chargée d'émotions. Déjà, avec ce que fait Adèle sur le morceau. Et quand je m'ennuie, je pense à toi. Mais ce son a une petite particularité, c'est qu'il laisse de la place à l'instru et c'est vraiment un choix excellent. L'instru a une puissance émotionnelle juste dingue. Et moi, quand j'entends ça, je vois ma vie défiler. Dans la même structure, il y a aussi Rêve que j'ai adoré. Au début, on a Adèle qui fait son truc. Et après, pareil, elle laisse de la place pour laisser parler l'instru. Sauf que là, la vibe est différente de l'autre son, cette fois-ci, c'est bien plus festif. Si vous avez à peu près le même âge que moi, vos parents ont connu les années 80 et vous ont sûrement nourri à ce type de musique quand vous étiez plus jeune. Vu que je me suis un peu pris la vague quand j'étais plus petit, j'ai eu beaucoup de facilité à apprécier la musique d'Adèle, parce qu'on ressent beaucoup l'influence des années 80 dans sa musique, que ce soit dans sa manière de chanter ou même dans le choix des instrus. Et dans ce son, ça se ressent énormément. Pour finir avec les sons du projet, mention spéciale à des sons comme Gabriel et PRD, qui pour moi n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient. Je bois du vin, des faux espoirs, dans mon cœur il fait. Le projet parle d'une sombre période de la vie d'Adèle. Une période où son train de vie était rythmé par une forte consommation d'opiacés et d'alcool. Une période où aussi elle a dû faire le deuil de sa longue relation avec Mathieu. C'est un projet qui parle beaucoup d'addiction, et quand on est addict à n'importe quelle substance, ça peut être dur de se sentir compris. Ceux qui avaient ces problèmes-là dans leur vie devaient être contents de voir un projet comme celui-ci. Et dans un sens, ils devaient se sentir compris, ou alors moins seuls. Je sais que le plus dur, par exemple, quand on est addict, je vais parler en mon nom, mais moi ce qui a été le plus difficile, c'est que je me suis sentie vachement seule. Et c'est hyper difficile de demander de l'aide. Et je pense que juste le fait d'en avoir parlé
dans des chansons, il y a des gens qui se sont sentis plus seuls d'un coup et qui ont vu que c'était possible d'aller mieux et tout. Et si je peux avoir ce rôle-là, c'est génial. Et en faisant ça, elle a aidé d'autres personnes qui avaient les mêmes problèmes qu'elle, à justement se sentir moins seule. Maintenant que tous ces problèmes d'addiction sont passés, ce n'est pas la seule chose qu'elle veut raconter. Et surtout, elle ne veut pas que ça la définisse. C'était une partie de sa vie et elle en a fait un album. Maintenant, si on écarte le propos de son projet, musicalement, j'ai adoré ce qu'elle a fait. En écoutant ça, faut avoir le moral assez accroché. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bien? Sa voix, la façon dont elle chante, les instrus, c'est juste sublime. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle beaucoup de musique et surtout de rap sur ma chaîne. Quand je me penche sur un artiste, j'écoute pour la vidéo, mais c'est rare que je continue d'écouter après. Adele, c'est une artiste que je vais continuer d'écouter après la vidéo. J'ai vraiment eu un coup de cœur et plus particulièrement sur ce projet-là. Pour moi, c'est une réussite totale. Dans le rap ou dans la musique, la drogue a toujours été très présente. Et qu'on le veuille ou non, des musiques comme le rap en font l'apologie constante. Surtout quand dans le tas, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent du rap et qui se retrouvent influencés. C'est pas quelque chose qu'on peut nier. Et quand on grandit, on finit par réellement le comprendre car ça saute aux yeux. Qu'un artiste parle constamment de fumer des J, se vanter de prendre de la codé ou autre, chez les auditeurs les plus influençables, une mauvaise curiosité s'installe. Et dès qu'ils auront l'occasion de tester quelque chose dans leur vie, il y a de grandes chances qu'ils le fassent. Ma précédente vidéo parle de ça en détail. D'un enfant qui a commencé le rap en étant influencé par tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il écoutait. Des années après, il est toujours bloqué là-dedans. Et les répercussions de son train de vie commencent à se faire ressentir alors qu'il a à peine mon âge. Et qu'on a l'impression qu'il en a 10 ans de plus. Il y a un gros décalage entre l'image que les rappeurs se donnent et d'à quel point ils romantisent leur consommation de diverses substances comparé à ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Lorsqu'on est addict à des produits aussi toxiques, notre vie est rarement belle. Être dépendant, c'est pas stylé. Avoir besoin de consommer pour passer de bons moments, c'est juste la mort. Et être défoncé à n'importe quelle drogue, c'est pareil, y a rien de stylé. Je suis comme un impro, balance des flammes comme un dragon. Tu crois que je suis pas con? En vérité, je suis sur le balcon. Oh voilà, cible. Envoie une cible. Une cible. Ah, fais juste boire. Qu'est-ce que tu veux? Ah, peut-être encore 562 malgré ma pause. Vous êtes concentré, hein. Vous êtes gradé, vous êtes soldat gradé. On ferme la porte, pour que ça. T'inquiète même pas. Les potes qui pètent un câble. On se répare. Comme le druide. Il y a même eu des fois où l'addiction était si forte qu'elle a eu un rôle majeur dans la destruction de la santé de certains artistes. Adele, dans sa musique, contrairement à des rappeurs ou d'autres chanteurs qui parlent beaucoup d'addiction, il y a souvent une esthétique bien présente dans les clips, dans l'univers visuel de l'artiste. Adele, ce n'est pas quelque chose qu'elle a cherché à faire. Elle ne voulait pas que son univers repose sur ça. Ce qu'elle voulait, c'était le raconter et qu'on se concentre uniquement sur ce qu'elle avait à dire. Je suis pour ne pas faire l'apologie des produits en général. En même temps, tu vois, j'adore Gazo et ma chanson préférée de Gazo, c'est Euphon. Donc c'est aussi cette il y a un paradoxe qui est clair dans toute forme d'art, dans tout. Mais même moi, genre quand on sort l'album Plaisir, Risque, Dépendance, il y a la question du merch. Et moi aussi, je me pose la question, genre on se demande est-ce qu'on fait des ordonnances? Est-ce que c'est tentant en fait? Jouer avec ces codes-là, ouais. C'est hyper tentant de jouer avec ces codes-là, c'est hyper tentant de romantiser ça. Moi, j'ai beaucoup romantisé dans ma tête aussi ce qui se passait dans ma vie. Mais en fait, c'est important de dire ce n'est pas la réalité. En vrai, on n'est pas stylé. Je suis pas stylée quand je fais ça. Ne pas avoir basé son merch sur des ordos, c'était une bonne décision. Tout ce qu'elle raconte dans son projet, c'est très réel. Et ça suffit amplement. Vu qu'on n'a pas d'esthétique autour de ça, mais que des paroles, on fait plus attention à ce qu'elle dit. Puis elle a bien fait de s'appuyer sur le fait que quand on est défoncé, on n'est pas stylé, loin de là. Puis même dans les audios de son intro, on le ressent. Y a rien de cool là-dedans. Et au contraire, on sent plutôt une détresse. Puis elle-même l'a dit que quand elle était def, elle avait le regard vide, y avait rien à en tirer. Surtout que ça détruit ce qu'on a de plus précieux, notre santé. Mais c'est sûr que moi, en vrai, j'ai grandi, je suis la génération Euphoria, quoi. Moi, je regarde Euphoria et je me dis, putain, c'est trop stylé et tout. Et j'ai l'impression d'être cette meuf qui a des belles paillettes autour des yeux et qui est complètement défoncée et c'est un peu cool. Mais moi, quand j'étais défoncée, c'était pas comme ça. Moi, ça se voyait un peu. J'étais juste très maigre, le regard vide et même pas triste, en fait. Je ressentais rien. Il y avait rien à filmer, rien à voir, rien de cool, en fait. Il y avait rien de stylé. 2 ans après son premier projet, Adele revient avec Crève-Cœur, son second projet qui est sorti en 2025. Ce projet est découpé en 2 parties et on va commencer par s'intéresser à la première. Bon, déjà ici quand on regarde, on voit qu'il y a 2 feats et ils sont avec Winter Zuko et Gazo. Avec ma weed, je fais de la vapeur. Ce qui m'a fait prendre la hauteur. Je me fais rare et je parle au sec. Alors Gazo, c'est vrai que dans beaucoup de mes vidéos, je lui tire dessus, mais au fond c'est un artiste que je trouve très talentueux, mais il m'a déçu sur le dernier projet. Mais là, pour ce feat avec Adele, franchement, ce qu'il a fait, c'est trop chaud. Je trouve que leurs 2 univers se fusionnent parfaitement. Pour moi, c'est une réussite totale. Surtout que le son est assez triste, il parle d'autodestruction. Dans ce son, on n'a jamais eu Gazo aussi premier degré. Alors que généralement, dans sa musique, c'est le genre de choses sur lesquelles il flex. C'est un son très intéressant. Au début, les gens, ils ont pas compris la collab, mais si on est sérieux de 2 minutes, on peut pas trouver ça mauvais. Quand j'ai fait mon feat avec Gazo, il était très content. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est lui qui m'a contacté pour qu'on fasse de la musique ensemble. C'est trop bien ça. Gazo, c'est un gars, il est méga curieux de tout. Et
je trouve que c'est aussi ça qui fait que c'est un grand artiste. Deuxième feat, c'est celui avec Winter Zuko, qui pour le coup est assez surprenant. C'est vraiment une collab que j'aurais pas imaginé. Winter Zuko, je l'ai jamais entendu poser comme ça. C'est un rappeur que j'ai découvert grâce au règlement. J'écoutais de fou au début, mais j'ai fini par lâcher. C'est tout juste en 2025 que je me suis remis à écouter, avec le petit EP qu'il a sorti en été, où je trouvais que ça changeait grave de d'habitude. Bref, ce feat avec Adele, c'est très chaud. J'aurais jamais cru que ça marcherait aussi bien entre eux. Adele, quand on regarde un petit peu ses feats, on voit qu'elle a souvent l'habitude de collaborer avec des rappeurs. Donc on pourrait se demander s'il y a une raison qui la pousse à faire ça. Tu fais beaucoup de feats avec des rappeurs. On te voit souvent en association avec des rappeurs. Récemment, il y a eu Jola Green sur son projet. Il y a également sur ton projet un autre feat avec Winter Zuko. On te voit proche aussi de ce milieu-là via, par exemple, Aye Finzerbe où tu as participé cette année. C'est quoi ton lien avec le rap ? J'en écoute beaucoup. Ok. Je pense déjà, ça c'est le principal lien, c'est que j'en écoute beaucoup. T'es auditrice à la base. Auditrice à la base. Mon manager aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup baigné dans l'univers du rap. Et donc, comme je passe énormément de temps avec lui, je rencontre plein de gens avec lui, et il me présente plein de monde. Et donc je pense ça a créé des rencontres aussi assez naturelles avec des artistes avec qui j'ai collaboré. Mais la raison principale, c'est que j'en écoute beaucoup et que moi, j'ai toujours été partisane de... J'aime bien quand il n'y a pas de frontières dans l'art, en fait. Et j'ai toujours adoré les collaborations de gens, on s'y attend pas vraiment. Maintenant, pour les sons solos de cette première partie, ils sont très cool. Déjà, on a une bonne intro, c'est un peu lent, mais si on se laisse porter par sa voix, c'est très bon. Tu te sens abîmé que tu brilles. Si t'es fatigué. Et pour l'anecdote, Crève-Cœur, c'était le nom de famille qu'avait sa mère avant qu'elle se marie. Ensuite, on a À la folie qui pour moi est le meilleur son du projet. D'ailleurs, il a très bien pris car il a plus de 3 millions de streams. Mon cœur en faux mots, des larmes en slow-mo, souvenirs en lambeaux, je sais pas ce qu'il me faut. Et pour finir avec cette première partie, ça c'est le son qui m'a le plus surpris. Adele, on l'a jamais entendu faire un son pareil, et je dois admettre qu'il y a un truc. Lèche babine, lèche ta routine, grosse crétine, vieille narine, ta pauvre copine, vieille limousine. Déjà avec cette première partie, on sent vraiment qu'elle a voulu proposer quelque chose de nouveau. Et que ce soit sur les sons solo ou même les feats, c'est très concluant. Maintenant, la deuxième partie, on voit qu'elle est remplie de feats. Pour 6 sons, il y en a quand même 4. Mais ceux qui ont le plus retenu l'attention sont avec Declan McKenna et Luan. Déjà, celui avec Luan, ça marche très bien entre elles, c'est peut-être mon feat préféré dans cette deuxième partie, mais je me suis pas autant pris le son au point de l'écouter de mon côté. D'ailleurs, ce son avec Luan, il était sorti avec un clip un peu avant la sortie de l'album, et sûrement dans le but de le promouvoir, toutes les deux avaient participé à une vidéo d'Océane. Puis le deuxième feat, il est sympa, mais pareil, je suis pas trop dedans. Ce petit mélange entre elles qui chantent en français et le gars en anglais, c'est cool, mais j'ai pas non plus été transcendé. Et pour finir, il y a aussi 2 singles où elle est en solo. Le premier, c'est Rien que ça. Jolie chair, rare et toxique, enfin c'est pas toujours le cas. Autour de moi, des belles histoires, je sais pas. Dans ce son, elle parle une nouvelle fois de Mathieu. Ça se voit avec des phases très claires comme celle-là. Vu que ça a occupé une grosse partie de sa vie, il est normal que ça doit être dur à oublier. Sinon, au niveau du son, j'aime bien, mais sans plus. Maintenant, dernier son, c'est celui-ci. Et j'avoue que je suis pas fan du tout. C'est trop lent, je suis pas réceptif et l'instru est ennuyante. Oh non, oh non. Avec ce projet, elle avait pour but de s'émanciper musicalement, en proposant de nouvelles choses et je salue la prise de risque. Adele n'avait jamais collaboré avec d'autres artistes pour ses projets solo. Et on voit que là, elle a voulu mettre les collaborations au centre de son projet. Parce que si on combine les deux parties, on a 12 titres. Et sur 12 titres, il y a quand même 6 collaborations. Je les ai pas toutes appréciées, mais honnêtement, il y a rien de raté. Personnellement, j'ai adoré la première partie de ce projet. Je trouve que ses sons solos sont tous intéressants et les feats très bien choisis. En revanche, la deuxième partie m'a moins percuté. Pas ultra fan des feats ni des sons solos qu'elle a fait. Après, si on met mes goûts de côté, ça n'en fait pas un mauvais projet, loin de là. C'est très cool, mais le précédent a mis la barre tellement haute que c'est dur de rivaliser. Vu que de base Adele a commencé à faire des vidéos sur YouTube avant de se lancer dans la musique, pendant un moment cette plateforme a occupé une petite partie de sa vie. Et même si elle fait de la musique très deep, c'est quelqu'un qui adore faire rire les autres, comme elle le faisait avant finalement. C'est pour ça qu'elle est très heureuse quand on l'invite sur des tournages. Même si je fais des musiques un peu deep et tout, en réalité, moi je suis quelqu'un qui adore rigoler, qui adore faire rire les gens. Je pense que c'est vraiment ce que je préfère au monde, c'est rendre hilar mes amis et tout. Et donc c'est vraiment une partie de moi à YouTube et j'avoue même que parfois ça me manque. Donc quand j'ai des copains youtubeurs qui m'invitent sur des vidéos et tout, je suis la plus heureuse du monde. Et ce qui est marrant avec Adele, c'est que même si elle a commencé par YouTube et qu'elle a rencontré du succès, pour elle le fait de se lancer dans la musique était tellement naturel que personne n'a remis en cause sa légitimité. Ce truc de qui est légitime à faire du rap, de la musique, est ridicule.
Et pourtant, il y a de grands artistes qui n'ont jamais compris cette chose très simple. Parce que pour eux, il faudrait un bagage pour faire de la musique, voire même se lancer dans un domaine créatif. Des youtubeurs qui se sont lancés dans la musique, il y en a eu pas mal. Et ils ont pas tous eu le même traitement. MrV a un petit peu ouvert les portes et c'était quand même risqué. Au final, ça l'a plutôt bien réussi. On a aussi Théodore qui a tenté de le faire autrement, en tournant la page complètement et en supprimant son contenu, pour se lancer dans sa nouvelle carrière. Les critiques ont été assez virulentes, il a expliqué que ce choix était sur un coup de tête, et que par la suite, il exprimait des regrets sur sa décision. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est de retour sur YouTube. Mais concernant Adèle, son image de youtubeuse s'est détachée tellement facilement d'elle qu'au final, ce débat autour de la légitimité qu'ont les youtubeurs à faire de la musique, c'est pas quelque chose qu'elle a connu. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore un jugement, un traitement différent des artistes qui passent d'abord par YouTube? Bah, en tout cas, c'est sûr que ça nous colle une étiquette et que selon la typologie de contenu que tu proposais avant, c'est sûr que ce sera relié à toi. Maintenant, moi, je suis plutôt partisane de accepter que c'est une partie de toi. Ça dépend vraiment de l'écart qu'il y a entre la musique que tu fais et ce que tu proposais avant sur les réseaux. Maintenant, comme d'habitude, c'est vos avis sur Adèle qu'on va voir ensemble. Je la connaissais de loin avant, mais je me suis vraiment intéressé à elle après son feat avec Jola Green. Ce qui m'a poussé à me pencher sur elle, c'est tous les feats qu'elle faisait avec différents artistes. Mais ce feat avec Jola Green, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur lui. Honnêtement, c'est un feat que je trouve très réussi. Adèle a vraiment fait un super refrain et elle a une très jolie voix. Le problème, c'est que quand on écoute ce son plusieurs fois, on finit rapidement par se lasser à cause du refrain, qui finit par devenir un peu lourd. 1, 2, 3, soleil, on ne fait que jouer au jeu du 1, 2, 3, soleil. C'était une podcasteuse que j'ai connue notamment via certaines vidéos comme la chanson des pâtes, une fille drôle qui a fini par se tourner vers la chanson en 2017 avec Mathieu pour le projet Vidéo Club. Maintenant, elle semble heureuse dans le milieu musical. Ce qui est fou avec elle, c'est qu'elle a complètement réussi à effacer sa carrière de youtubeuse. On parlait de tes débuts via YouTube, mais c'est vrai que je trouve que tu as réussi, ou en tout cas ça s'est fait naturellement, à effacer cette carrière-là, que les gens finalement, tu disais c'était que 3 ans dans ta carrière, mais je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui te connaissent et qui savent pas forcément que tu as commencé par YouTube. Je l'ai connue super jeune et j'adorais ce qu'elle faisait. Même sa musique quand elle s'y est mise, j'aimais beaucoup, mais j'y ai perdu tout intérêt. Elle a fait des pauses qui m'ont totalement fait lâcher, et franchement j'y vois plus l'intérêt que j'avais. Les peu de fois où je l'ai vu passer, j'ai pas accroché, donc je la suis plus. En soi, elle a jamais réellement fait de pause. Pour un artiste, mettre 1 an voire 2 ans à sortir un projet, c'est normal. Si on regarde, on voit que son projet avec son copain de l'époque est sorti en 2021. Son premier projet solo 2 ans après, en 2023. Et la totalité de Crève-Cœur est sortie en 2025, même si la première partie est sortie fin 2024. Elle a jamais réellement fait des pauses. Si ça a fini par moins parler à certaines personnes, c'est parce que sa musique a évolué. Même si ça peut déplaire à certains auditeurs, c'est important que les artistes se renouvellent et arrivent toujours avec quelque chose de nouveau sur chaque projet. Et ça, c'est le cas d'Adèle. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ce qui s'est passé après qu'elle ait sorti Crève-Cœur. Finalement, après son projet, il s'est pas passé grand chose. Elle a sorti 2 singles. Le premier est avec une meuf que je connais pas, mais le son est très bon. Et l'autre est avec Zamdan pour le projet du GP. D'ailleurs, ce son, il a grave bien marché. Et quand je pense à toi. Mais hormis ces 2 singles, rien du tout. Et je doute qu'en 2026, on ait droit à un nouveau projet. Surtout quand on regarde la fréquence à laquelle elle sort des projets. Même si en vérité, j'en sais pas plus que vous. Adèle Castillon, elle a commencé super jeune sur YouTube. Elle avait tout juste 14 ans et le succès est venu très rapidement. Elle aurait pu continuer dans cette voie et avoir une vraie carrière là-dedans. Puis à cette époque, on voyait qu'elle avait une petite attirance pour la musique. À 16 ans, elle a rencontré son copain de l'époque qui lui composait déjà. Ça a dû motiver Adèle à prendre la musique plus au sérieux. Et ensemble, ils ont créé Vidéo Club qui a été un succès international. Leur amour a fini par avoir une fin et à leurs 20 ans, ils ont fini par se séparer. Et cette rupture va profondément affecter Adèle. Elle finira par se perdre dans les opiacés, l'alcool et se reconstruire après cette relation dans laquelle elle avait tant misé était compliqué. Elle a même sorti un projet dans lequel elle nous fait comprendre qu'elle était prisonnière de ses addictions et que sa rupture lui a mis un sacré coup. Tout ça l'a tellement marqué que même dans Crève-Cœur, elle en parle encore. Vous avez pu voir que je me suis appuyé sur une interview tout le long de la vidéo. Elle a été faite il y a quelques mois et à ce moment-là, elle a dit qu'elle allait mieux. Et en vrai, tant mieux pour elle.